Certains le savent, mais d'autres pas, l'histoire du Loup de Wall Street est tirée d'une véritable histoire. Scorsese en a marre lui aussi et décroche totalement. On aurait difficilement pu faire un film plus proche de la réalité. Jonah Hill a été payé, tenez-vous bien, 24 sur 2, 3ème. Let's add background and action. Hey, we'll talk in a minute. Thanks for coming by. certains le savent, mais d'autres pas, l'histoire du Loup de Wall Street est tirée d'une véritable histoire, celle de Jordan Belfort. Et afin de vous faire une idée rapide du personnage, laissez-moi vous faire un court résumé de sa vie en 120 secondes. Jordan Belfort naît dans le Bronx et dès son plus jeune âge démontre déjà des qualités de vendeur. Alors que sa mère souhaite qu'il se dirige vers des études de dentiste pour gagner sa vie, Jordan n'entame qu'une seule année d'études avant d'abandonner. Le jeune homme est ambitieux et ne souhaite pas faire de longues années d'études pour gagner un salaire minable toute sa vie. Jordan voit grand, Jordan voit loin et Jordan voit surtout beaucoup d'argent. Il se lance donc dans la vente au porte-à-porte de homards et de steaks et bat déjà les records de vente en une seule semaine. Cet élan de succès le motive et le pousse à monter sa propre société de surgelés, qui fera faillite quelques temps après. C'est un coup dur pour le jeune homme à qui les huissiers viennent récupérer la Porsche pour éponger ses dettes. Jordan a alors 24 ans, pas d'argent, mais du talent et un besoin viscéral de se refaire immédiatement. Il se tourne alors vers Wall Street et se fait engager comme courtier chez L. F. Rothschild. À son premier jour de travail, son boss lui propose déjà de la coke et de l'alcool. Jordan refuse sans imaginer une seule seconde que quelques années plus tard, ça deviendra son style de vie. En pire. En 1989, soit un an après le début de sa carrière, Jordan monte sa propre société de courtage, Stratton Macmahon. Et c'est de là que tout va partir. Il commence à tricher sur les statistiques en investissant lui-même dans la valeur de sa société. Et une fois que les clients dupés ont acheté des parts dans cette société, il revend les siennes à profit, ce qui entraîne la chute des investissements des autres. Belfort jubile de cette arnaque pendant 10 ans et gagne près de 50 millions de dollars par an. Complètement accro à l'adrénaline, il vit une vie rythmée par la coke, l'argent et les prostituées. En 94, l'organisme fédéral chargé de réguler les marchés financiers flaire l'arnaque et poursuit la société pour fraude. Mais Belfort s'en sort en payant 2,5 millions de dollars pour la société ainsi que 100 000 dollars par associé. Et clôt aussi simplement que ça le problème. Enfin non, puisque 4 années plus tard, c'est le FBI qui s'y colle et l'inculpe pour fraude et blanchiment d'argent. Il est alors condamné à 4 années de prison, mais n'en fera que 2 après avoir balancé ses partenaires à la justice, sans le moindre scrupule. En 2004, alors qu'il purge sa peine en prison, il raconte sa vie complètement dingue à son codétenu Tommy Chong, qui le convainc alors de mettre tout ça sur le papier. Si le film vous a paru un peu trash niveau sexe, drogue, argent et clichés de courtier, sachez que la réalité était encore bien plus hardcore que ça. Dans plusieurs interviews, Jordan Belfort a raconté des épisodes de sa vie à cette époque tellement salaces que son éditeur les a retirés du livre avant sa parution. Tandis que Belfort n'a même pas encore fini d'écrire son livre, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio entendent déjà parler du projet et se disputent déjà les droits du livre. Les enchères commencent entre les deux acteurs, Brad Pitt est soutenu par la Paramount, et Leonardo DiCaprio par Warner Bros. Et c'est finalement DiCaprio qui l'emporte. Le 25 septembre 2007, le livre est publié. Scorsese est contacté afin d'être le réalisateur du film et commence déjà à travailler dessus. Le réalisateur décide donc, sans grande surprise, de donner le premier rôle à son binôme de toujours, Leonardo DiCaprio. Mais rien n'est simple. Les sociétés de production peinent à trouver du financement pour le film puisqu'il est controversé, étant donné qu'il véhicule tout un tas d'idées qui vont totalement à l'encontre des valeurs morales. Commence donc une chaise musicale entre les sociétés de production. Warner Bros décide d'abandonner le projet et c'est 20th Century Fox qui le reprend. Nous sommes maintenant en 2010 et il ne s'est encore rien passé. Scorsese en a marre lui aussi et décroche totalement. Il décide de se lancer dans un autre projet, Hugo Cabret, et donne le Loup de Wall Street à Ridley Scott. Et celui-ci promet de garder DiCaprio en premier rôle. Au fur et à mesure des conversations et des négociations, comme rien n'avance, toutes les boîtes de production finissent par abandonner le projet et le livre de Jordan Belfort se retrouve dans la blacklist d'Hollywood. La blacklist, c'est une liste dans laquelle se retrouvent de merveilleux scénarios qui n'ont malheureusement jamais été produits. Finalement, une petite boîte de production indépendante du nom de Red Granite Pictures décide de porter le projet jusqu'au bout. Et toujours avec Leonardo DiCaprio dans le premier rôle, mais avec Scorsese à la réalisation et personne d'autre. Et afin de faire revenir le réalisateur sur sa décision, il lui propose un budget de 100 millions de dollars pour le film, ainsi qu'aucune restriction de contenu. Dans ces conditions-là, Scorsese accepte le projet, et c'est ainsi que le film peut enfin voir le jour.
On aurait difficilement pu faire un film plus proche de la réalité, et pour cause. Si le héros du film, Jordan Belfort, a été accusé de fraude, la société de production a été accusée de détournement d'argent. Les producteurs de Red Granite Pictures, Riza Aziz et Joey McFarlane, sont en effet accusés d'avoir utilisé de l'argent appartenant au fonds de développement malaisien pour produire le film. Long story short, Leonardo DiCaprio s'était lié d'amitié avec Najib Razak, l'ancien premier ministre de la Malaisie. Premier ministre qui était le beau-père d'Aziz. Premier ministre à qui il a expliqué les problèmes de financement du film. Et donc Premier ministre qui a fait une généreuse donation de 64 millions de dollars à la société de production. Ça pue un peu, non? Et c'est comme ça qu'à la sortie du film, les producteurs ont été accusés de détournement d'argent pour leur plaisir personnel. Ironique, quand même, quand on produit un film sur la fraude financière. Les producteurs ont donc accepté de débourser 60 millions de dollars au fonds de développement malaisien et de clôturer de cette façon, une fois pour toutes, le problème. Un sentiment de déjà-vu, vous dites? Vous l'aurez compris, le film est extrêmement fidèle au livre. Mais à quel point? Je vous propose un petit jeu afin que l'on dénoue ensemble le vrai du faux. Ce n'est plus une surprise pour personne, le personnage de Jordan Belfort est bel et bien vrai jusqu'au prénom. Mais ce n'est pas le seul. Matthew McConaughey joue le rôle de Mark Hanna. Alors bon, le tambourinement sur la poitrine tout en fredonnant, non, ça c'est pas vrai. Ça c'est juste un petit rituel de l'acteur avant d'entrer en scène sur un plateau de tournage que Leonardo DiCaprio et Scorsese ont adoré et ont tenu à inclure dans le film. Par contre, c'est réellement son nom et son prénom. Johnny Hill joue le rôle de l'acolyte de Jordan Belfort dans le film, Donny Azoff. Le prénom par contre n'est pas totalement vrai, puisque le réel s'appelle Danny Perush. Et nie totalement certains faits. Selon lui, il n'y a jamais eu de plan à 3 avec Jordan Belfort et une employée de 17 ans dans leur bureau, ou d'avoir avalé le poisson rouge d'un de ses employés. Non, ça c'était vrai. Le nom des deux ex-femmes de Jordan Belfort dans le film sont fictifs. Par contre, cette scène-là est totalement vraie. La scène où Jordan essaye de rentrer dans sa voiture avec l'aide de son pied est totalement fausse et issue de l'imagination pure et simple de Leonardo DiCaprio, qui n'a d'ailleurs pu faire la scène qu'en une seule prise puisqu'il s'est littéralement défoncé le dos en la faisant. La scène du yacht, quant à elle, est parfaitement vraie. I will not die sober. On sait que Belfort a reçu une proposition du FBI afin d'alléger sa peine. Il lui suffisait de porter un micro et de balancer tous ses acolytes. La scène dans le film où on le voit donc passer un petit papier à son ami tandis qu'il porte un micro est totalement fausse, puisque dans la réalité, il n'a pas hésité une seule seconde à balancer son pote. Certes, la présence d'un chimpanzé dans les bureaux avait bien lieu. Par contre, les collègues de Belfort ont totalement démenti la présence de poneys et encore moins le lancer de nains. Alors qu'on avait critiqué le montage un peu brouillon du film de par l'incohérence de certaines scènes qui suivaient les scènes de défonce, Scorsese en est défendu en expliquant que c'était totalement voulu et ce afin de mettre en évidence l'état mental de son personnage. Une autre astuce a été utilisée également par le chef opérateur cette fois-ci, et ce par le biais de différentes lentilles. Ainsi, des lentilles plates étaient utilisées lors des moments de clarté du personnage et des lentilles anamorphiques lors des moments de débauche. Le véritable Jordan Belfort apparaît dans le film. À la fin, il joue le rôle du speaker promotionnel qui accueille, Jordan Belfort. Jonah Hill a été payé, tenez-vous bien, 60 000 $ pour son rôle dans le film, soit le minimum syndical pour ce genre de budget. Quand on sait que son duo Leonardo DiCaprio a été payé 10 millions de $ pour le même travail, enfin, l'acteur Jonah Hill a expliqué que c'était lui-même qui avait accepté d'emblée cette offre à ce montant-là, puisque c'était un rêve absolu pour lui de jouer devant la caméra de Scorsese. Le film s'était offert le record du nombre de fuck prononcés dans un film. C'est-à-dire 569 fois en 3 heures. Je pourrais vous donner encore un nombre incroyable d'anecdotes sur ce film, mais il faut bien que cet épisode se termine. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce vers le haut. Ça me fait plaisir.
plaisir et ça fait plaisir au référencement également. Vous pouvez vous abonner si vous aimez cette chaîne et que vous avez envie de suivre les autres vidéos. Moi je vous laisse avec le prochain duel et je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Allez, coupez. En fait, je dis n'importe quoi puisque le prochain épisode aura lieu en décembre. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez des vidéos entre temps. Voici donc votre prochain duel. Vous avez le choix entre les Gremlins ou Die Hard.